Chers téléspectateurs, bonjour, heureux de vous retrouver dans votre émission de Vox Hebdo sur Vox TV, Facebook, YouTube et TikTok. Nous sommes ensemble autour des propositions de sortie de crise en RDC, la célébration de la date du 5 février et la tenue de la première conférence sur l'assainissement. Avec moi sur ce plateau, Guy Blaise Seydou, directeur du groupe Fraternité, Albert Mionzoukuta, directeur de publication du journal La Semaine africaine, et Achille Tigabaka, promoteur de la page Facebook Reporter 242, un média en ligne. Bonjour messieurs. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau de Vox Hebdo. Le conflit à l'est de la RDC a pris un autre tournant depuis le 26 janvier où le M23 a presque pris le contrôle de la ville de Goma. Des négociations ou des propositions de négociations naissent ici et là, suivant cet élément. C'est une mission périlleuse que se sont lancées les églises du Congo, résoudre les causes profondes des conflits dans le pays et mettre fin au cycle de violence. Alors pour cela, les représentants religieux se sont déjà entretenus avec le président Félix Tshisekedi et l'opposant Martin Fayoulou. Des contacts préliminaires ont aussi été pris avec les opposants Joseph Kabila et Moïse Katumbi. Le but des représentants religieux, c'est d'asseoir tout le monde autour de la même table, y compris les représentants du M23 et de l'Alliance Fleuve Congo. Dans notre approche, nous visons la paix durable. Et il serait, en tout cas aberrant, sinon illusoire de penser avoir la paix sans inclure tous les acteurs concernés. Donc ici, nous parlons sans embâche. Je vous ai livré déjà ici une indiscrétion en disant on a déjà vu quelques acteurs. Oui, M23, c'est vrai, ça devient comme une psychose. Il y a beaucoup de choses à se dire. Mais gardez à l'esprit notre posture et celle de transformer les conflits en opportunités de vie. Les églises congolaises n'ont pas fixé de calendrier, mais elles ont prévenu, le temps presse. Cette mission intervient dans un contexte d'occupation de la ville de Goma, appuyée par le Rwanda. Alors ce mercredi matin, le M23 et les troupes rwandaises ont lancé une nouvelle offensive pour s'emparer de la cité minière de Nyabibwe dans le sud Kivu. Selon plusieurs sources locales que nous avons contactées, des combats confirmés par le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Mouyaya. Le M23 avait pourtant décrété unilatéralement un cessez-le-feu humanitaire censé être en vigueur depuis mardi. Alors cette nouvelle offensive est la preuve pour Kinshasa que le cessez-le-feu est, je cite, un mensonge. Alors nous avons vu qu'il y a beaucoup de voix qui se lèvent appelant à des négociations, mais la grande question reste qui doit négocier avec qui? Nous savons que le président Tshisekedi refuse de négocier avec le M23. Alors, Albert, comment entrevoyez-vous ces propositions de négociation qui s'offrent à la RDC? Est-ce que Tshisekedi doit-il continuer à camper sur sa position de ne négocier qu'avec le Rwanda? Je pense qu'à la longue, c'est une position qui sera intenable parce que la guerre implique forcément des acteurs différents qui se présentent sur le terrain avec des revendications, avec des supposés qui sont les leurs. Et il n'est pas question, surtout quand on n'est pas en position de force, de vouloir dire « moi, je ne parlerai qu'avec X et pas avec Y ». Donc ici, nous le voyons bien, et d'ailleurs, je crois que la position des églises chrétiennes, en tout cas catholiques et protestantes, est une position de sagesse qui ont dit « voilà, il nous faut transformer cela en opportunité de vie, mais pour ce faire, il faut que le président Tshisekedi parle avec les personnes à qui il ne parlait pas. Il n'est pas maître de l'horloge, il n'est pas maître sur le terrain, il n'a pas l'ascendant sur la force envahissante doublée du soutien secret ou commode du Rwanda.
Donc tout manœuvre, tout travaille aujourd'hui pour une entrée en scène de plusieurs acteurs, ce à quoi d'ailleurs une partie de la communauté internationale pousse aussi. Est-ce que Tshisekedi aujourd'hui peut-il avoir des assurances que quand il négocierait directement avec le Rwanda, le conflit cesserait? En tout cas, l'assurance, il l'a que s'il ne négocie pas avec eux, le conflit continue. Vous vous rappelez son interview à Christophe Boisbouvier en novembre ou décembre où il disait « Les rebelles n'entreront jamais à Goma, je peux vous l'assurer ». Bon, quand on écoute ce genre de propos aujourd'hui, ça fait sourire. Et les rebelles qui sont aujourd'hui en marche toujours, ils se sont pas arrêtés, ils sont en marche et visent la ville de Bukavu. Donc, tout cela, tant que les tergiversations du président de la République continueront, ça se transformera sur le terrain en marche conquérante pour le M23 et en opportunité aussi de jouer les opportunistes justement pour le Rwanda qui dira oui, c'est un problème congolais, pourquoi est-ce que vous tenez absolument à ce que moi je m'exprime? Donc, enfin voilà. Donc tout cela nous donne à voir un schéma. Nous avons une grande expérience des conflits en Afrique centrale et surtout dans l'ex-Zaïre. Alors comment est-ce qu'ils se sont terminés? Mobutu campant sur la porte de son palais que, bon, lui vivant, personne n'irait le perturber à Guadolité ou à Lansele. Puis ça s'est fini par des négociations qui, in fine, se sont prolongées jusqu'à Pointe-Noire sous l'égide de Nelson Mandela. Donc voilà, nous allons vers un dialogue forcé ou voulu ou volontaire de tous les acteurs. Ok. Guy Blaise, dialogue voulu ou forcé avec tous les acteurs. Est-ce que nous avons toujours le nœud M23? Est-ce que pensez-vous que Tshisekedi pourrait-il se résoudre à négocier avec le M23? Merci, Christophe. Mais je crois que d'abord, il faut le dire, M23, c'est un mouvement où il y a des compatriotes congolais, RD Congo. Les gens ne croyaient pas que Corneille Nangaa pouvait sortir à la coordination, tenir une conférence de presse à Goma, dont les contestations du régime disaient que non, Goma n'est pas pris, jusqu'à arriver à tenir un grand meeting dans le stade et à nommer un gouverneur. Ça veut dire que la situation est d'abord proprement congolais. Le Rwanda vient pour appuyer le M23. Alors, jusqu'aujourd'hui. Il y a des preuves d'appui du Rwanda. Mais je crois que tout le monde le sait. Jusqu'aux Nations Unies, on condamne l'armée rwandaise pour avoir appuyé le M23. C'est juste que là, Kagame ne dit rien. Bon, c'est ça ses stratégies, mais jusqu'aux Nations Unies, on sait qu'aujourd'hui, les M23 sont appuyés par l'armée rwandaise. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce qui concerne le dialogue dont vous avez évoqué tout à l'heure? Je crois que le régime de Kinshasa est en déséquilibre. Parce que quand les catholiques initient une telle démarche, ils ont rencontré le président de la République, ils ont rencontré Fayulu, ils envisagent rencontrer Corneille Nangaa à Goma. Ça veut dire que non, le président de la République, qui est Félix Tshisekedi, il est informé que les catholiques iront rencontrer Corneille Nangaa à Goma, qui représente le M23. Mais en ce moment-là, quand vous êtes président d'un État démocratiquement élu et que les rebelles, que vous, hier, vous ne pensez pas qu'ils pouvaient arriver à marcher sur une grande ville comme Goma, vous acceptiez que les initiateurs d'une telle démarche puissent aller le rencontrer, je crois que c'est une position de faiblesse. C'est une position de faiblesse pour le régime de Kinshasa. Bon, en ce moment-là, hier samedi, le sommet conjoint EAC-SADC, je crois qu'il n'est pas parti. Il a juste envoyé la première ministre. Mais si Kagame arrive, et maintenant, s'il est question que les deux puissent se rencontrer, mais vous n'êtes pas, la présence aussi compte. Donc je crois qu'aujourd'hui, la situation devient de plus en plus difficile pour le régime de Kinshasa.
ils sont obligés à respecter des propositions de dialogue qui se fusent d'ici à là. Sinon, la décision que nous avons écoutée de Corneille Nangaa, c'est de marcher à Kinshasa, d'arriver jusqu'à Kinshasa. En commençant par nommer un gouverneur à Goma, ça veut dire que l'État n'a plus le contrôle de l'ensemble du territoire national. D'où ils marchent vers Bukavu. Ils veulent arriver à une deuxième ville. Mais je crois que un État où il y a un chef d'État, où il y a un gouvernement, quand vous êtes agressé et que vous commencez à perdre des villes comme ça, sous contrôle de la rébellion, ça veut dire que les choses vont de mal en pis. Achille, les négociations, le M23, un acteur clé. Peut-on penser que si, comme les gens le pensent, le Rwanda se retirait ou retirait son soutien, est-ce que aujourd'hui la guerre en RDC pourra s'arrêter? Ben moi, je pense que il faut d'abord reconnaître une chose, que le mouvement M23, c'est un mouvement qui a d'abord été créé en 2012. Et ceux qui sont à l'origine de la création de ce mouvement sont d'abord des militaires dissidents de la RD Congo et qui aujourd'hui bénéficient de l'appui du Rwanda. Et derrière le Rwanda... Il faut qu'on soit bien clair. Est-ce que l'appui là est confirmé? Oui, mais puisque cet appui-là est créé de tout le monde, ça se dit partout, mais les Nations Unies l'ont reconnu jusqu'à aujourd'hui. Donc, dire que... Et puis, la zone qu'ils ont occupée, ce qu'on appelle Goma, c'est une zone stratégique. Il y a beaucoup de minerais là-bas. Et c'est sûr qu'il est également, je suppose qu'il est également la main de l'Europe, parce que pour se servir de ces minéraux-là. Maintenant, aujourd'hui, si aujourd'hui on envoie l'Église aller proposer cette démarche auprès du chef de l'État de la RDC, ça veut dire que l'Église veut qu'il y ait une entente, peu importe les tendances politiques qu'il y a, ce qu'il est lieu de faire, c'est de sauver la nation. Et si aujourd'hui, l'Église a pensé qu'il fallait aller voir le chef de l'État, puis aller voir Corneille Nangaa, plus en passant par Félix entre-temps, ça veut dire que le souci est grand et il est profond. Donc aujourd'hui, moi, à mon avis, je ne vois pas comment le Rwanda va lâcher son appui vis-à-vis de M23. Parce qu'à côté, il y a un grand dissident qui est là, qu'on appelle Corneille Nangaa, qui a géré des élections en RDC, et aujourd'hui qui est allé monter ce qu'on appelle l'Alliance du fleuve Congo, en association avec le M23. Ça, c'est le téléphone. Oui. Voilà, donc je disais que je ne vois pas comment est-ce que le Rwanda va retirer son appui de M23. Ce n'est pas évident. Donc le Rwanda ne veut pas qu'il y ait la paix finalement à Goma, où le Rwanda aussi veut arriver jusqu'à Kinshasa. Non, il faut reconnaître d'abord une chose. Il y a eu la première rencontre qui a échoué, celle de Luanda. Le président s'est déplacé pour aller à Luanda rencontrer le président angolais. Kagame n'est pas venu. Pourquoi? Parce que jusque-là, les M23 n'avaient pas d'abord pris certainement la ville de Goma. Mais quand aujourd'hui Kagame se presse d'aller en Tanzanie, à Dar es Salaam, c'est parce qu'il se croit en position de force. Et je ne vois pas comment. Donc, va-t-on dire que le Rwanda veut s'installer à Kinshasa? Non, je pense qu'on ne peut pas le dire comme ça brutalement, parce que de tous les indices que nous voyons, ne transparaît pas cette volonté de s'installer et de coloniser la République démocratique du Congo. Mais le fait est que même sociologiquement, le Rwanda de Kagame ne peut pas se tenir loin du M23 parce qu'il y a une forte composante ethnique là-dedans, des Tutsis congolais qui sont là-dedans dans ce mouvement du M23, et donc on ne peut pas abandonner des frères visiblement. Alors voilà, et si en plus l'intérêt fait que dans ce soutien-là, on rapporte aussi un peu de coltan, un peu de bénéfices de ce genre. Ok, nous allons croiser les doigts que vraiment cette situation de la RDC s'améliore et que les frères d'en face puissent retrouver vraiment la paix, parce que c'est pas bon de vivre dans un pays en trouble. Nous passons à notre deuxième sujet. Nous allons donc aborder la célébration le 5 février de cette date encore par le PCT qui a organisé un meeting en hommage au président de la République.
La salle du Palais des Congrès, envahie par les cadres, militants et sympathisants, le Parti congolais du travail, PCT, rend hommage à Denis Sassou Nguesso, l'homme du 5 février. Placé sous le thème « Le PCT plus que jamais derrière Denis Sassou Nguesso, grand timonier de la nation », ce meeting en salle a donné lieu à une leçon inaugurale délivrée par le secrétaire général du PCT. Notre pays a donc besoin à sa tête pour sortir de la crise et des difficultés de ce que nos amis chinois, grands amis du peuple congolais, ont appelé grand timonier, s'agissant de leur guide en la personne de leur grand dirigeant aujourd'hui disparu. Le grand timonier est celui-là qui, plein de courage et de savoir-faire, maîtrisant le gouverneur du navire Congo, affronte les flots, la houle, la tempête, les vents contraires et tenant fermement la barre, amène à bon port notre pays de façon assurée. Aujourd'hui, pendant que nous préparons le 6e congrès ordinaire et la participation de notre parti à l'élection présidentielle de 2026, laquelle est une bataille et non la moindre, nous avons plus que jamais besoin de ce grand camarade, le camarade président Denis Sassou Nguesso, l'homme du 5 février, l'homme des masses, l'homme des actions concrètes, le bâtisseur infatigable, le champion des champions. De l'évocation du contexte historique de la journée du 5 février 1979 à la présentation de la vision de Denis Sassou Nguesso sous l'angle sécuritaire, économique, social et du développement durable, l'assistance a été édifiée sur le parcours du chef de l'État appelé grand timonier par le PCT. Le 5 février, l'élection unanime du camarade Denis Sassou Nguesso à la tête de l'État va inaugurer un alignement des planètes qui va faire entrer la République du Congo dans un âge d'or de paix, ce qu'on appellera la paix des cœurs et la tranquillité des esprits. L'occasion était également indiquée pour le PCT de présenter à ses militants et aux représentants des partis alliés ses commissaires politiques. Ce meeting d'hommage à Denis Sassou Nguesso s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'activité exercice 2025 du PCT déterminé à remporter des prochaines batailles politiques. 5 février 1979 et 5 février 2025. Le PCT a saisi cette date de 5 février pour célébrer son chef, le président de la République, en le baptisant de grand timonier. Alors, Guy Blaise, cette date de 5 février mérite toujours d'être célébrée en ce temps de démocratie? Chrysostome, hier, parti léninisme marxiste. Après, il y a eu un revirement à la social-démocratie, le Parti congolais du travail. D'après certains observateurs avertis, ils pensent que célébrer la date du 5 février prend juste des tournures politiques. Normalement, cette date qui célèbre l'arrivée pour le Parti congolais du travail, pour la première fois du président Denis Sassou Nguesso au pouvoir en 1979, ne devrait pas normalement être célébrée comme telle. Bon, il faut comprendre que nous sommes en une année charnière à celle de la présidentielle de 2026. Toutes les stratégies politiques qu'il faut commencent déjà à être mises en place. Les états-majors politiques affûtent déjà leurs armes. Donc je crois que le Parti congolais du travail, en se servant du label du 5 février, et quand ils disent le PCT à jamais derrière le président Denis Sassou Nguesso, le grand timonier de la nation. Je crois que c'est sur ce thème-là qu'a eu lieu cet hommage que le Parti congolais du travail a rendu à Denis Sassou Nguesso, président de la République. Si on essaie un peu de voir sur plusieurs plans, certes, le président de la République, on a fait ce qu'il faut en tant que président de la République. Je crois que c'est sur ce volet-là qu'il pouvait s'attarder, montrer les réalisations du président de la République en tant que chef de l'État. Bon, revenir sur la date du 5 février, je crois que c'est purement politique.
en tant Oui, que parti qu'est-ce commun qu'ils du veulent travail. montrer en revue? Non, mais Qu'est-ce que déjà, les images ont démontré, je crois que c'est démontrer une position de force. Je lui ai dit tout à l'heure, j'ai dit tout à l'heure que nous sommes en une année charnière à celle de la présidentielle de 2026. Donc, les états-majors politiques affûtent déjà leurs armes. Cela, j'en crois bien, fait partie des stratégies du Parti congolais du travail parce que en écoutant les classiques du parti parler du haut de la tribune, excepté l'avis du président de la République, ce qu'il a mené comme action, mais il prévoit des grandes descentes dans les départements pour aller parler de cette histoire de 5 février qui est le président de la République. Je crois que ça, ce sont des argumentaires et des arguments politiques pour préparer l'élection de 2026. Si réellement il s'attend à ce que Denis Sassou Nguesso soit candidat comme ne cesse de réclamer depuis un moment dans tout le pays, je crois qu'il apportera, comme nous on dit, leur soutien à Denis Sassou Nguesso pour qu'il soit candidat en 2026 à sa propre succession. Donc, 5 février 1979, je le réitère pour certains observateurs avertis, ils qualifient ça d'une erreur, peut-être de leur part, de venir célébrer ça comme tel. Il était question peut-être de célébrer les actions faites par le président de la République à la tête de la République du Congo sur quasiment plusieurs domaines, comme on a vu lors de cet hommage. Donc je crois que cela n'engage que le Parti congolais du travail, c'est le parti au pouvoir. Je crois que ça engage que le Parti congolais du travail. Maintenant, s'il y a d'autres personnes qui pensent que le Parti congolais du travail, on a faussé la démarche, ça c'est un autre débat. Ok. Voilà. Albert, 5 février, est-ce que c'est une date joyeuse pour le peuple congolais? Joyeuse, non, je ne me risquerai pas à ça parce que nous sommes maintenant dans un contexte, disons, de pluralisme d'opinion. Et donc, il y a ceux qui se réjouiront, il y a ceux qui ne le feront pas. C'est tout à leur guise. Mais je soutiens aussi l'hypothèse avancée par mon confrère Seydou, que ça n'est qu'une affaire du Parti congolais du travail. Si eux, ils veulent en faire une opportunité de joie, qui peut le leur reprocher? Nous avons une ribambelle de partis politiques ici et chacun choisira la date qu'il faut. Avec un bémol toutefois, c'est que le PCT, c'est le parti au pouvoir, c'est le parti, j'allais dire, de gouvernement. Nous avons ici la date du 5 février 1979, mais le PCT en tant qu'organisation et parti politique a d'autres dates, je dirais pas plus importantes, mais plus évocatrices de son histoire aussi à célébrer. Je parle du 31 juillet 69. Donc, sa création avec Marien Ngouabi, dont on ne parle plus maintenant. Et pourtant, entre timonier et patriarche, il devrait y avoir aussi une place pour une personne comme Marien Ngouabi qui a lutté pour ce parti et qui est mort pour ce parti quelque part. Donc, il y a ça. Il y a aussi autre chose. C'est nous sommes ici en face, on nous met en face d'un hommage à rendre au président Denis Sassou Nguesso. Je dis que c'est légitime, personne ne peut critiquer cela. Sauf que en creux, cela montre aussi que finalement l'approche de l'élection de mars 2026 aura un candidat qui pour le moment n'a pas dit, ne s'est pas exprimé, ne s'est pas prononcé, mais eux, ils disent, finalement, ils nous font comprendre que ce sera lui. Alors, est-ce que cela va dans le bon sens d'un respect des règles et des normes? Je n'en sais rien, mais voilà, il y a ces deux présupposés qu'il fallait soulever aussi. Je dis donc, 31 juillet 69, c'est une date importante, à côté du 5 février 79, et puis, quid de l'élection présidentielle de 2026? Qui sera le candidat du PCT? Ici et là, nous avons lu ou entendu, c'est le candidat naturel du PCT. Bon,
Voilà, Attendons voir, comme disent les autres. Alors, Achille, 5 février, y a-t-il quelque chose de commun entre le Denis Sassou Nguesso du 5 février et le Denis Sassou Nguesso de l'ère démocratique? Bon, Est-ce que les deux peuvent vraiment aller de pair? Bon, il faut d'abord voir le contexte historique dans lequel le 5 février 1919 est arrivé. Et je pense que hier ou avant-hier, au Palais des Congrès, le PCT, en rappelant un peu tout ce que le président de la République a fait depuis qu'il est arrivé au pouvoir, ça fait 46 ans aujourd'hui, devait également aussi rappeler quand même à ceux qui étaient là, surtout les plus jeunes aussi, le contexte historique de cette affaire-là. Bon, dire qu'il y a le 5 février, bon, il faut d'abord, avant de reprendre la voie que je dirais que d'abord, la date du 5 février, entre le moment qu'on appelle le patriarche aujourd'hui et le timonier, il s'est passé un problème. Parce que ceux du patriarche voulaient organiser leur activité le 5. Oui, nous sommes notre mouvement. Oui, c'est juste une partie que je tenais à ouvrir. Bon, bref. Donc, c'est pour dire que la date du 5 février pour le PST, c'est une date certainement sacrée. Maintenant, l'homme du 5 février et l'homme d'aujourd'hui, je pense que ce sont deux personnes différentes. Ici, nous avons un Denis Sassou Nguesso plutôt, à l'ère du pluralisme démocratique. Donc, je ne vois pas dans quel contexte aujourd'hui on peut vénérer l'homme du 5 février 1919 et l'homme d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ici, on est dans l'ère démocratique et s'il faut se tenir aux élections, l'homme avait été élu et réélu. Maintenant, seulement, cela cadre aussi avec, comme l'ont dit mes prédécesseurs, avec l'année 2026, où il y aura une élection présidentielle. Est-ce que c'est un appel à la candidature du chef de l'État? On le saura. Oui, en fait, c'est ce qui tique un peu, c'est au lieu que le PCT s'agrippe aux actions démocratiques, ou peut-être loue le Denis Sassou Nguesso qui a favorisé peut-être l'avènement de la démocratie, mais on va rappeler quand même, on s'accroche au 5 février, où il est venu avec par un coup de force. Est-ce qu'il n'y a pas de contraste, Achille? Non, le contraste y est. Je crois qu'il y a contraste. Pourquoi? Parce que moi, je me souviens, lors des différentes interventions qu'il a eu là-bas, je crois que c'est Michel Nkakala qui a rappelé un peu le contexte, parce qu'il a mis en filigrane le fonctionnement du comité central du PCT qui avait des petits soucis avec le CMP, parce que toutes les activités étaient en berne. Et quand le PST est arrivé le 5 février, a pris le pouvoir par un coup de force, le comité central s'est réveillé et puis le parti a été remis sur le rail. Bon, comme je l'ai dit, le célébrer maintenant, célébrer le 5 février aujourd'hui, je ne vois pas son importance. Je ne sais pas le message que le PST a voulu transmettre aux Congolais. Qu'est-ce que cela vise dans le fond? Oui, quand on compare Denis Sassou Nguesso avec Mao, parce que lui aussi, il est maintenant appelé grand timonier, dans l'histoire chinoise. Ouais. Les deux peuvent aller ensemble. Ils ont fait les mêmes luttes. Non, pas du tout. Parce que Mao a mené une longue guerre nationale de libération du colonialisme, notamment. Ici, le PCT n'a pas mené de lutte, n'a pas mené de guerre. C'est-à-dire, avant nos guerres de 1992, 93, etc., le Congo n'avait pas connu encore de conflit qui ait des répercussions en interne aussi bouleversants que Mao Tse-tung avec à sa tête une armée de plusieurs millions de combattants membres du PCC. Donc, non, il n'y a pas de commune mesure. Mais je le redis encore, tout est affaire d'organisation et d'idéal du parti. Qu'est-ce que le parti veut donner? Qu'est-ce que le parti veut présenter en exemple? Personne ne peut le reprocher au PCT s'il décide qu'il est timonier ou patriarche. C'est eux qui le décident. Mais il n'est pas dit que parce que bon, voilà, le PCT n'est pas entré en forêt, n'a pas creusé des tranchées souterraines pour aller combattre l'ennemi, que finalement, il n'y a pas une partie de l'histoire mondiale, et donc ici, en l'occurrence chinoise,
dont on ne peut s'inspirer. Donc moi, je dis, c'est une question interne au PCT, et à partir du moment où ils ont dit qu'ils veulent rendre hommage au président Denis Sassou Nguesso, attendons la suite pour voir qu'est-ce qui viendra après. D'accord, attendons la suite. Qu'est-ce qui viendra après? Je vous invite à une pause. Nous allons nous retrouver tout de suite.